attendre encore 2 minutes, je vous propose, parce qu'on a quand même 88 inscrits et pour l'instant, vous n'êtes que 20. Donc, on va attendre encore 2 minutes que d'autres se connectent et puis on va se lancer pour ne pas prendre trop de retard. Merci de votre patience. Voilà, j'ai mis mon diapo en plein écran, normalement. Voilà, bienvenue à tous. Pour cette 8e rencontre économie, emploi, formation, je ne vais pas faire l'introduction officielle. C'est Séverine Landrier qui s'en chargera dans quelques minutes. Je voudrais juste vous rappeler, même si tout le monde connaît un petit peu le mode opératoire, quelques détails techniques. Et ensuite, je laisserai la parole à Séverine pour qu'elle fasse l'introduction formelle. Donc, dans les éléments que vous devez savoir, vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. Ils sont pilotés de notre côté, donc vous ne pouvez pas les activer. Le webinaire est enregistré, c'est l'autre chose qu'il faut savoir. Donc, a priori, on va enregistrer du son et des PowerPoint, mais sachez-le aussi pour les éléments de dialogue éventuels après. Ensuite, vous pourrez utiliser les outils qui sont à notre disposition sur la plateforme Zoom, que vous connaissez peut-être. Vous avez soit le chat, je vous propose d'utiliser le chat pour les problèmes techniques de préférence, soit une option qui s'appelle Q&A, questions et réponses, dans laquelle vous pouvez rédiger vos questions. Cela nous permettra de savoir quels sont les sujets que vous avez envie d'aborder, d'en faire une synthèse dans les 2 plages de discussion qui sont organisées à 2 moments dans cette conférence, mais aussi, vous aurez bien sûr l'opportunité de lever la main. C'est-à-dire quand vous voyez votre identifiant sur le côté ou sur votre fenêtre, vous pourrez lever la main et demander la parole et on vous donnera à ce moment-là les droits pour parler et pour activer votre caméra. Ceci étant dit, je passe la parole à Séverine et je lui rends pour l'introduction. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Donc je suis ravie de vous accueillir pour ces 8e rencontres économie, emploi, formation. Ces rencontres, elles sont organisées depuis 16 ans maintenant par le LEST, donc le Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, la direction régionale de l'INSEE, la Directe et l'ORM. Donc en 16 ans, on a parcouru bien du chemin. On est loin aujourd'hui des rencontres qu'on organisait dans les locaux de la FPA à Istres. Donc, le contexte sanitaire nous a amené à adapter nos modalités de présentation et d'échange, comme pour tous nos partenaires. C'est donc une première pour nous d'organiser ces rencontres sous la forme d'une webconférence, donc avec un format plus court, mais un format qui va nous permettre de réserver des temps aux échanges et l'expression qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est celle des stratégies de gestion particulière d'emploi, notamment du recours de plus en plus fréquent des contrats courts dans un contexte d'incertitude. Et on sait à quel point le contexte actuel est incertain. Donc les présentations auxquelles vous allez assister vont nous permettre de réfléchir ensemble sur la manière dont les entreprises adaptent et vont adapter leurs modalités de gestion de la main-d'œuvre dans le contexte de crise que nous connaissons. L'après-midi qu'on vous propose va être organisé en 2 temps. Un premier temps au cours duquel on va avoir 2 interventions.
La première qui va être réalisée par l'INSEE et la Directe sur les effets de la crise sanitaire sur l'emploi en région. Et cette présentation va être suivie par un cadrage plus global qui a été réalisé par l'ORM sur les modalités de gestion des ressources humaines des entreprises régionales. Donc, à l'issue de ce premier temps, il y aura un temps d'échange qui vous sera ouvert. Suite à ce temps d'échange, on aura un deuxième temps avec là des présentations d'études plus qualitatives qui vont nous proposer des zooms sur des secteurs d'activité très représentés en région. Donc là, on aura deux présentations. Une première réalisée par le LEST sur l'usage des contrats courts dans trois secteurs en région. Donc l'administration publique, les établissements de santé et le commerce. Et ensuite, on aura une deuxième intervention sur les contrats courts, l'usage des contrats courts dans les stratégies d'embauche des petits établissements dans l'hôtellerie-restauration qui sera réalisée par le CREDOC. Suite à cette deuxième partie, il y aura aussi un temps qui sera consacré aux échanges. Voilà, donc j'ai fait très court pour respecter la consigne qui m'a été donnée. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes rencontres. Je donne la parole à Rémi Bell et Alexandre Gauthier pour nous parler des effets de la crise sanitaire sur l'emploi en région. Et je viens de donner les droits à Rémi. Alors, les autres intervenants, on peut couper les caméras peut-être pendant que Rémi parle? Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le diapo? Oui? Oui, ça marche Rémi, merci. Très bien. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Bon, nous savons que tous vos yeux sont maintenant tournés sur les conséquences du nouveau confinement qui vient de démarrer. Il est évidemment trop tôt pour décrire les conséquences de ce confinement en saison 2. Donc, avec Pascal, nous allons vous présenter les principales conséquences, encore provisoires, du premier confinement sur le marché du travail. En trois parties, donc je ferai la première, je m'attacherai à vous présenter les principales données conjoncturelles sur le marché du travail, et puis Pascal fera les deux et troisième parties avec un zoom sur une estimation des non-recrutements par rapport à une période normale, donc de l'impact de la crise, et puis l'évolution des dernières déclarations préalables à l'embauche. Alors, je commence donc par les données conjoncturelles sur le marché du travail. Voilà, vous avez sur ce graphique le stock d'emplois salariés, PACA est en orange et la France en bleu, en longue période, depuis sur une dizaine d'années. Donc, ce qu'on peut voir très, très rapidement, c'est que les deux courbes sont parallèles. Bon, il y a de façon classique, l'emploi est plus dynamique dans notre région, donc c'est pour ça que la courbe régionale est au-dessus. Ce qu'on voit, c'est le point brutal d'arrêt au premier trimestre de l'année 2020. Donc là, on a un vrai plongeon, une chute brutale qui n'a jamais été enregistrée. PACA, comme la France, perd 2% de l'emploi salarié en un trimestre. C'est 2,6 pour l'emploi privé et moins 0,2 pour l'emploi public. Pendant similaire, PACA France. Donc, à peu près 2 ans de création d'emplois continue, ici, ont été perdus vraisemblablement en 2 semaines de confinement qui a commencé, comme vous le savez, le 17 mars. Notre région, donc en dépit des mesures de soutien, j'y reviendrai, va perdre 38 000 emplois au premier trimestre, puis 25 300 au second trimestre. Et on va voir quel rôle joue l'intérim dans la période récente. Voilà, vous avez ici
la décomposition de l'évolution de l'emploi entre l'emploi direct, hors intérim, et puis l'intérim. Ce qu'on voit sur le premier trimestre, c'est une très forte chute de l'emploi intérimaire, qui est en orange, hein, moins 21 500, j'arrondis, chute aussi de l'emploi hors intérim. Et puis, au deuxième trimestre, là, si on fait la somme, on a un rebond, un vrai rebond, avec notamment des créations nettes d'emplois intérimaires. Donc, on a un rôle traditionnel de l'intérim d'ajustement rapide de la demande de travail. Alors, qu'en est-il par secteur d'activité? Alors, nous réaffectons l'emploi intérimaire au secteur utilisateur. C'est ce qu'on va voir avec la diapo suivante, et notamment sur la période la plus récente possible, disponible avec les dernières statistiques des estimations d'emploi, c'est-à-dire sur le second trimestre. Voilà, c'est la diapo qui s'affiche. Donc, on retrouve nos 25 300 destructions d'emploi, hein, qui se décomposent ici, avec un fort rebond de l'emploi intérimaire, plus 10 600 créés en un trimestre par rapport au trimestre précédent. Et puis, on a par grand secteur la décomposition donc, entre l'emploi intérimaire et l'emploi direct. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a deux secteurs qui se détachent. Là, c'est la patate ici. C'est l'industrie et la construction. L'industrie, on a des créations nettes d'emplois de plus de 730, hein, avec notamment un qui se décompose par un très fort boom de l'emploi intérimaire. C'est de l'ordre de plus de 34% en évolution relative, d'un trimestre sur l'autre. C'est le record de toutes les régions de France, hein, du rebond de l'intérim dans l'industrie. Voilà. Du coup, on a un solde positif, mais il y a quand même des destructions d'emplois hors intérim classiques qui perdurent. La construction, par contre, c'est le seul secteur avec la reprise de l'activité qui a connu un vrai boom, notamment grâce à l'emploi intérimaire, hein, plus 5 740. L'emploi intérimaire a doublé, plus de 100% entre les deux trimestres, mais aussi l'emploi direct. Voilà, ces deux secteurs donc, sont créateurs nets d'emplois quand on réaffecte l'intérim au secteur utilisateur. Par contre, les services marchands, je vais m'intéresser essentiellement à ceux-là, eux, la chute de l'emploi continue et s'accentue même, puisque on a le tertiaire marchand à une baisse d'emploi de 2,6% après 2,4%. Et à l'intérieur des services marchands, tous les sous-secteurs sont orientés à la baisse, tous. Le principal, sans surprise, c'est l'hébergement-restauration, moins 11,5%. En clair, la moitié des destructions d'emplois du secteur des services marchands est concentrée dans l'hôtellerie-restauration. Mais c'est aussi valable pour tous les sous-secteurs, hein, le commerce, les activités de soutien aux entreprises, le nettoyage, sécurité, l'information et la communication. Enfin, tous les sous-secteurs des services sont à la peine. Alors, nul doute que ces destructions d'emplois auraient été bien plus massives s'il n'y avait pas eu un recours massif à l'activité partielle ou au chômage partiel, son nom usuel. L'activité partielle a été la principale mesure pour favoriser cette rétention de main-d'œuvre. Entre le 17 mars, donc le jour du confinement, et sa levée, le 10 mai, on est passé, les services de la Directe ont enregistré 1200 demandes d'autorisation de chômage partiel le 17 mars à 116 000 le 10 mai. Voilà, de 1200 à 116 000. Et cela concerne, grosso modo, 100 000 établissements régionaux. Du 1er mars, date à laquelle on peut mesurer le motif Covid-19 dans les bases de données chômage partiel, du 1er mars au 26 octobre, c'est très récent, environ 136 millions d'heures de travail ont été indemnisées pour un montant de 1,4 milliard. Alors, maintenant, je vais commenter les graphiques qui apparaissent. Celui de gauche, là, vous avez la part de salariés en activité partielle ou en arrêt maladie garde d'enfants. C'est les petites barres rouges sur votre écran. Ce que l'on observe, c'est qu'on a la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril
On a, oh pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Ah, voilà. On a un maximum d'environ 38% de salariés qui sont en retrait, 30% en chômage partiel et 8% en maladie ou garde d'enfants. Et puis, cette part va diminuer pour passer en dessous de 10% à la dernière semaine de juin. Évidemment, ça, c'est tout secteur confondu. Quand on regarde le détail du recours à l'activité partielle par grand secteur d'activité économique, en 17 postes, on ne peut pas aller très fin, on a un secteur qui se détache, c'est sans surprise l'hébergement-restauration, où là, le maximum était à tout le mois d'avril, pratiquement autour de 65-70% des salariés de la région qui étaient en chômage partiel. Alors, je dis un recours massif parce qu'il n'y a qu'une seule région où le recours a été plus important qu'en PACA, c'est la Corse. Sinon, PACA est la première région de France, du continent, on va dire, pour avoir un tel recours au chômage partiel. Des dernières diapos sur le point conjoncturel, c'est sur la demande d'emploi. Alors, je n'ai volontairement pas parler du taux de chômage, mais de la demande d'emploi. Vous avez sur ce graphique l'évolution annuelle du nombre moyen sur un trimestre du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie ABC, donc tous ceux qui sont tenus de faire un acte positif de recherche d'emploi, qui cherchent un emploi et qui n'en ont pas, évidemment, qui n'ont pas travaillé, c'est la catégorie A au cours du mois précédent, ou qui ont eu une activité réduite, c'est les catégories B et C. Alors, comme il y a des transferts en catégories, il vaut mieux prendre une assiette large. Donc, si on prend la somme des trois catégories, on a, vous voyez, une baisse continue de la demande d'emploi sur l'année 2019 et sur le premier trimestre 2020. Par contre, dès le deuxième trimestre 2020, on a une hausse très importante de l'ordre de 4,8% au deuxième trimestre. Et au troisième trimestre, puisqu'on a eu les données très récentes du mois de septembre, cette hausse est un peu ralentie, mais elle est encore élevée, 4,3%. Pourquoi elle est ralentie? Parce que mensuellement, les mois de juillet, août, septembre, avec la reprise d'activité, on a vu une forte chute de la demande d'emploi dans notre région. Il n'en reste pas moins que si on continue sur un trend actuel, évidemment sans prise en compte du confinement saison 2, on serait en fin d'année à environ 30 000 demandeurs d'emploi de plus dans notre région par rapport à l'an dernier. Juste un point pour terminer, pour des raisons de temps, je me suis limité à une approche géographique régionale. Bien évidemment, il y a des contrastes territoriaux très forts et il y a un département et quelques zones d'emploi qui se détachent sur l'évolution, la dynamique de l'évolution de la demande d'emploi. Un département qui se détache vraiment, c'est les Alpes-Maritimes, où là, la croissance annuelle du nombre moyen de demandeurs d'emploi est plus du double de la moyenne régionale, puisqu'on est à 9,2%. Département qui est très pénalisé par sa structure productive, très tournée vers le tourisme et au cœur l'hébergement en restauration. De façon générale, toutes les zones d'emploi touristiques du littoral voient leur marché du travail se dégrader. Voilà, maintenant je passe la parole à Pascal tout en avançant le diapo. Merci Rémi. Donc moi, je vais commencer par vous présenter les résultats de l'étude qu'on a conduite avec la directe et l'idée, donc cette étude, elle porte spécifiquement sur la période du premier confinement. Et l'idée, c'était de proposer une estimation en fait de l'impact de la crise sanitaire sur le niveau d'emploi salarié dans la région, donc d'une part, et d'autre part, de regarder quelles étaient les caractéristiques des personnes qui avaient subi sans doute le fait de ne pas être embauchées pendant la période à cause s'il te plaît, Rémi, à la diapo suivante. Excuse-moi Pascal, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux couper ta vidéo pour voir si ça marche mieux?
Merci. Du coup, d'accord. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ok. Et au départ, vous m'entendiez pas du tout? Pas bien, mais pas du tout. Mais c'était un peu haché. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que on avait fait une étude qui portait sur la période spécifique du premier confinement et que l'objectif, c'était d'estimer en fait l'impact de la crise sanitaire sur le niveau d'emploi salarié dans la région et de regarder plus précisément quelles étaient les caractéristiques des personnes qui, pendant la période, n'avaient pas été embauchées à cause de la Covid. Donc pour cette étude, on a mobilisé plusieurs sources de données. La première, c'est celle des déclarations annuelles de données sociales de l'INSEE. Et on s'est appuyé sur le dernier millésime qui était disponible, c'est-à-dire les données de 2017. Le champ concerné, c'est l'ensemble des salariés, y compris les intérimaires. Et l'intérêt des DADS, en fait, c'est qu'on a des informations donc pour chaque période d'emploi dans un établissement. Et donc, on va pouvoir étudier sur la période qui correspond au confinement l'ensemble des contrats en cours dans la région et aussi les contrats qui ont débuté en 2017 pendant cette période. Pour estimer l'impact des non-embauches, en fait, on va se baser sur deux autres sources de données, celle des déclarations préalables à l'embauche de l'URSSAF et en ce qui concerne l'intérim, les données des intérimaires donc issus de la DARES. Alors, pour les DPAE, il s'agit d'une obligation légale qui est faite à toutes les entreprises. À chaque fois qu'elles embauchent un salarié, elles doivent en faire la déclaration. Et donc, c'est une assez bonne, ça donne une très bonne idée en fait des embauches effectives parce que le taux de conversion, il est à peu près de 90%. Et sur les DPAE, on va avoir des informations à la fois sur le type de contrat concerné et puis aussi sur le secteur d'activité de l'établissement employeur. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, Rémi, s'il te plaît. Merci. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir potentiellement quelles étaient les embauches qui n'avaient pas été réalisées dans la région. Donc, on est parti des DPAE, du nombre de DPAE en avril 2020 et on les a rapportés à la moyenne des DPAE qu'on avait constatées en avril 2018 et 2019. On a travaillé par secteur d'activité au niveau A17 de la nomenclature d'activité française et par département. Et alors, dans l'ensemble des nouveaux contrats qu'on avait constatés dans les DADS 2017, on a échantillonné ceux qu'on estimait ne pas s'être réalisés à cause de la COVID-19. Donc, dans cette étude, l'hypothèse sous-jacente qu'on fait, c'est que les embauches en 2020, finalement, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, elles auraient été relativement proches de celles constatées en 2017. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats. Si tu peux passer à la diapo suivante, Rémi, s'il te plaît. Du coup, on part du constat qu'on a une baisse massive en fait des DPAE dans la région, et enfin, comme ça a été le cas partout en France. Et en avril, on a eu les 3/4 des DPAE par rapport à l'année précédente qui ne se sont pas réalisés. Donc, si on transpose ça à la situation régionale et à l'ensemble des nouveaux contrats salariés, ça correspondrait à la non-réalisation en fait de plus de 280 000 nouveaux contrats
qui dans la région concernerait 240 000 personnes environ. Donc la différence entre les deux, ça revient au fait qu'une même personne pourrait avoir débuté plusieurs contrats pendant la période. Donc ce qui nous a intéressé aussi, c'était, et ce que permet de faire les DADS en plus des DPAE, c'est de regarder le profil en fait des personnes qui ont subi le préjudice de ne pas être recrutées cette année. Et on va constater que ces personnes-là sont plus jeunes que l'ensemble des salariés, qu'elles auraient occupé des contrats plus courts. Et donc, par conséquent, on a plus de contrats à durée limitée, que ce soit les CDD ou les intérimaires, et que les postes concernés sont souvent de niveau moins qualifié que ce qui est le cas pour l'ensemble des salariés dans la région. Du coup, au niveau de l'impact sur le niveau d'emploi dans la région, donc si on peut passer à la diapo d'après, merci. Alors là, ce que vous avez représenté, la courbe bleue, c'est ce qu'on a observé en termes de niveau d'emploi en 2017. Donc, dans la région, c'est le nombre de personnes qui sont en emploi salarié chaque jour. Et puis, la courbe violette, c'est le nombre de personnes qui sont en emploi tous les jours avec l'impact de la Covid-19. Alors, on voit qu'à partir du 17 mars, en fait, la courbe violette, elle passe en dessous de la courbe bleue. Et on a des escaliers à chaque fois le premier jour du mois, parce que le premier jour du mois, ça correspond au jour où finalement les personnes, enfin, c'est le jour où se réalise le plus grand nombre d'entrées pour les nouveaux emplois. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que à la fin du confinement, c'est-à-dire au 10 mai, on aurait un décalage de niveau d'emploi qui correspondrait à un peu plus de 160 000 personnes. Donc, on considère que la Covid aurait pu, sur cette période-là, écarter de l'emploi environ 160 000 personnes, ce qui correspond à 9% du niveau d'emploi régional. Donc, c'est assez considérable. Et on va avoir des différences sectorielles, comme Rémi l'a déjà évoqué, qui sont très marquées, avec ce qui ressort, c'est le secteur des agences de travail temporaire et l'hébergement-restauration. Tandis que dans d'autres secteurs où la rotation de la main-d'œuvre est plus faible, on va avoir une baisse du niveau d'emploi qui est beaucoup plus modérée, ce qui est le cas dans l'administration publique et dans l'industrie. Et on a aussi quelques différences territoriales. Donc, si tu peux passer à la suite. Merci Rémi. Du coup, là, on va passer à l'étude des données des DPAE. Donc, on a poursuivi après avril. Là, on peut mettre la diapo. Merci. Et là, alors, ce qui est représenté, c'est le nombre de demandes préalables à l'embauche chaque mois pour les années 2018 à 2020. Donc, la courbe en jaune, c'est celle qui correspond à 2020. Et ce qu'on constate, c'est que le nombre de DPAE, en fait, en 2018 et 2019, il est très proche. Au début de l'année 2020, on est à peu près au même niveau et même un peu au-dessus. Et on va avoir un décrochage des DPAE à partir du mois de mars, avec un point bas en avril. Donc, comme on a vu tout à l'heure, avec 3/4 de DPAE en moins par rapport au mois d'avril 2019. Et par la suite, on ne va jamais rattraper en fait le niveau des DPAE mensuels des années précédentes. Et on est encore en retrait en septembre de 20% par rapport au mois de septembre de 2019. Et là, on va aussi constater que subsistent des différences à la fois sectorielles et territoriales. Du coup, la diapo d'après. Voilà, donc là, on est au mois de septembre et on a encore le secteur de l'hébergement-restauration qui est très impacté dans la région, avec 48% de DPAE en moins par rapport à 2019. Et puis,
Donc, sur le mois d'avril, on avait déjà des différences territoriales, mais elles sont beaucoup plus marquées en fait en septembre. Et comme le disait Rémi tout à l'heure, le département qui se distingue, c'est celui des Alpes-Maritimes avec 34% de DPAE en moins par rapport à 2019, tandis que d'autres départements comme celui des Hautes-Alpes, par exemple, sont moins impactés. Et pour terminer, donc, on a des différences aussi sur les types de contrats, avec en septembre les contrats courts qui restent les plus concernés par le recul des DPAE, alors que c'est un peu moins le cas pour les CDI. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous m'aurez entendu quand même. Et donc, vous pouvez consulter nos trois publications sur les sites internet respectifs de la Directs et de l'INSEE. Merci beaucoup Pascal. Effectivement, sur la deuxième partie, après réglage, on t'a entendu beaucoup mieux. Rémi, si tu veux bien, s'il te plaît, cesser le partage et on va passer aux intervenantes suivantes pour l'ORM.